L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Association indépendante, l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelle et privée à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire Allianz. Ensemble, assurés d'être bien assurés. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Merci de nous retrouver pour ce nouveau mardi de la santé de l'UNIM proposé par Clinique Médico-Sport. Alors pour nos fidèles auditeurs, vous connaissez l'organisation du plateau. Pour les nouveaux, donc l'on espère très nombreux, nous sommes donc en direct des studios de Clinique Médico-Sport où nous recevons tous les 15 jours des spécialistes d'une thématique que nous avons choisie afin d'aborder les phénomènes de marché qui bousculent la profession des kinés. Alors, après la place du sport santé chez les kinésithérapeutes que nous avons abordé il y a 15 jours, nous nous intéressons aujourd'hui aux technologies en cabinet et aux approches médico-économiques. Alors, il y a en effet deux facettes concernant les investissements matériels des cabinets de kiné, la performance curative, qui reste évidemment prioritaire et qui doit guider les investissements du kiné, et celle que l'on aborde un petit peu moins, la performance financière, n'ayons pas peur des mots. Et c'est donc à ce second volet que nous nous consacrons ce soir afin d'ouvrir aux thérapeutes une dimension qui est généralement exclue des cursus de formation et qui contribue pourtant à l'éducation entrepreneuriale des kinés, c'est-à-dire les critères d'investissement et de rentabilité de l'équipement matériel. Alors, pour en débattre, nous recevons sur ce plateau à mes côtés, à ma gauche, donc Frédéric Zimzak, si j'ai correctement prononcé. C'est très bien prononcé. Donc, vous êtes masseur kinésithérapeute, fondateur du cabinet Kiwi Santé dans la région lilloise. Et on le verra un peu plus tard, vous êtes passionné de nouvelles approches et de nouvelles technologies en physiothérapie. Exactement. On verra ça plus tard. Donc, Patrick Velay à ma droite. Donc, vous êtes expert comptable et trésorier de l'ordre des experts comptables de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes associé au sein du cabinet Premier Monde et votre clientèle est constituée à 25% et pour un quart de professionnels de santé. C'est un petit peu la raison aussi pour laquelle on vous a sollicité et on vous remercie de participer à ce plateau. Et donc, parmi ces 25%, évidemment, un certain nombre de kinés. Exactement. Et Patrick Méo, alors les gens vous connaissent ici, vous êtes le fondateur du système Clinique Médico-Sport et on est dans votre maison puisqu'on est en direct des studios de CMS. Enchanté de vous accueillir. Eh bien, merci à vous. Alors, vous. avant d'entrer dans le vif de notre sujet de ce soir et de répondre avec nos intervenants à toutes les questions que vous vous posez, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Nous n'avons pas le temps matériel de répondre au cours de l'émission, mais n'hésitez pas à les écrire sur le chat et nous nous engageons à vous répondre à l'issue de l'émission. Donc, avant d'aller dans le vif du sujet, nous accueillons un petit peu à distance Aude Penel qui représente notre partenaire l'UNIM, donc l'Union nationale des intérêts pour la médecine. Alors, bonsoir Aude. Pour ceux qui par hasard ne connaîtraient encore pas l'UNIM, pouvez-vous nous présenter ce qu'est cette association professionnelle ? Oui, bien sûr, l'UNIM, c'est l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. C'est une association confraternelle à but non lucratif qui a une particularité, c'est d'avoir un conseil d'administration qui est composé uniquement de professionnels de la santé comme vous. Et ces professionnels de la santé se sont regroupés et ont réfléchi aux risques liés à votre personne, à leurs conséquences sur vous, votre famille ou sur votre activité professionnelle et ont de ce fait négocié des contrats qui ont des garanties spécifiques à votre profession
dans l'objectif justement de vous accompagner, que ce soit en termes de prévoyance, de santé, assurance de l'exercice en groupe ou en garantie emprunteur. Et pour ce faire, l'UNIM s'est appuyé sur un partenaire de confiance, de renom, qui n'est autre qu'Allianz, le numéro 1 européen. Alors, merci beaucoup, Aude. Est-ce que, pour être encore plus concret, on peut prendre un cas pratique, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. On peut prendre un cas pratique et prenons l'exemple de quelqu'un qui a eu un accident et des conséquences de cet accident en les gradant, j'ai envie de dire, par gravité. Ce qui est le moins grave, entre guillemets, c'est l'arrêt de travail. Dans ce cas-là, la prévoyance, elle va intervenir en versant des indemnités journalières qui vont compléter celles versées par le régime obligatoire de la carte PIMCO, afin de pouvoir maintenir son niveau de vie et également pouvoir faire face aux frais professionnels. Conséquence plus grave, l'invalidité mais partielle, c'est-à-dire que la personne peut continuer à exercer son activité professionnelle, mais elle est limitée dans sa capacité d'exercer son activité professionnelle. Dans ces cas-là, l'UNIM va verser une rente invalidité, et ce des 10% d'invalidité, c'est le taux le plus bas du marché. Et cette rente invalidité va permettre de compléter les revenus du kiné qui serait en invalidité partielle. Conséquence encore plus grave, l'invalidité totale, c'est-à-dire que là, le kiné est en rupture totale avec l'exercice de sa profession. L'UNIM a pour objectif de verser une rente totale, cette fois-ci, permettant de couvrir l'ensemble des besoins en termes de revenus professionnels. Et puis, le cas le plus extrême, c'est le décès. Et dans ce cas-là, l'UNIM a pour vocation de verser des capitaux décès, que ce soit aux ayants droit, c'est-à-dire l'épouse, l'époux, les enfants, éventuellement aux associés, s'ils travaillaient en association et s'il faut prévoir des systèmes de rachat de parts de la société. Et puis également des rentes éducation pour financer les études des enfants ou des rentes conjoints pour maintenir le niveau de vie du conjoint survivant. Voilà l'ensemble des garanties qui peuvent être mises en jeu dans le cadre d'une prévoyance afin de compléter, j'ai envie de dire, les régimes obligatoires qu'on sait malheureusement largement insuffisants concernant les kinésithérapeutes. Donc, nous pouvons à présent entrer dans le vif de notre conversation de ce soir, donc consacrée aux technologies en cabinet et aux approches médico-économiques. Alors, 3 points principaux à traiter ici avec vous sur ce plateau. Quel type de réflexion pour des investissements stratégiques? Comment optimiser les potentialités économiques des équipements matériels thérapeutiques? Et 3e point, comment calculer un prévisionnel d'amortissement et de rentabilité? Donc là, on va vraiment rentrer dans le dur avec vous, Patrick. Vous allez nous donner plein d'explications. Ça sera avec plaisir. Croustillantes sur la comptabilité dont nous raffolons. Alors, je vous ai déjà un petit peu présenté rapidement, mais je vais vous laisser le faire mieux que je ne l'ai fait. Alors, Frédéric, vous me permettez de vous appeler Frédéric? Oui, c'est c'est plus simple à simple. prononcer, voilà. Donc, vous êtes masseur kinésithérapeute. Je vous baptisais un petit peu sérieux l'investisseur parce que, de ce que j'ai entendu de vous, vous êtes un féru de technologie, vous vous équipez depuis longtemps. Et quelle est cette frénésie? Est-ce que vous êtes un acheteur compulsif de matériel thérapeutique? Alors, acheteur compulsif, peut-être, boulimique peut-être aussi, mais c'est vrai que mon métier, je le vis par passion depuis mes études, donc depuis 84 et après de mon diplôme en 88, où j'ai vite investi déjà dans du matériel, je dirais, qui permettait de faire un peu du hors conventionné, LPG par exemple, et depuis toujours, j'ai voulu... grâce à mon approche sur le terrain de la kiné du sport, avoir des machines qui sont très efficaces, qui vont rendre service. Et je me suis toujours fié un peu à mon utilisation personnelle, où je me dis, tiens, cette chose, j'aimerais bien essayer pour moi, donc je pense que ce serait bien pour moi, donc ça sera bien pour mes patients. Donc c'est vrai, à force, on achète beaucoup de choses et c'est vrai que ça permet de découvrir que notre métier est formidable, tout plein de facettes, mais aussi, c'est vrai que ça pose aussi peut-être aussi les limites de l'investissement et aussi de la rentabilité. Alors, juste pour vous situer, vous êtes dans de grands locaux, je crois que vous avez quelques centaines de mètres carrés de... 720 mètres carrés. 720 mètres carrés. Avec 2 plateaux techniques et une piscine de 60 mètres carrés. D'accord. Ah oui, donc vous êtes bien doté, on va dire.
Oui, oui, ben oui, Avec- ça, à force de remplir, ça fait 34 ans que je travaille, donc comme toujours cette fin d'avoir du matériel, d'évoluer un peu, parce que notre métier évolue beaucoup aussi, hein, et ça, et on a un métier où tous les kinésithérapeutes sont des gens très dynamiques, avec plein d'énergie, et on aime aussi se rapprocher de nos patients, d'être très efficients, très professionnels. Donc effectivement, les nouveaux matériels qui sortent, les salons, les différents événements font qu'on est attiré et que de temps en temps, c'est difficile de dire non. Alors, en préparant cette émission, vous m'avez quand même confié, parfois c'est l'expert comptable qui me freine parce que j'ai tendance à quand même aimer tous ces nouveaux joujoux. Et donc, c'est votre expert comptable qui essaye de Voilà, vous de limiter un petit maîtriser. peu. Alors du coup, je me tourne vers vous, Patrick Velay. Comment, donc on l'a dit en introduction, donc incarne votre clientèle et composée de professions de santé. Comment analysez-vous en particulier les kinés? Est-ce qu'on a que des Patrick Zimzak dans le comportement ou comment vous les Non, pas du tout. Alors, il faut avoir l'idée en tête que nous avons plusieurs profils. On va avoir le profil classique et traditionnel qui va encore travailler en one-to-one avec son patient et donc qui va avoir, on va dire, des investissements mais qui vont être moindres. On va avoir après, et qui va travailler plutôt tout seul. On va avoir ensuite, dans la génération un petit peu plus jeune, les kinés, masseurs kinésithérapeutes qui commencent à se regrouper ensemble, qui commencent à vouloir travailler, mettre ensemble des moyens et donc peuvent réaliser des investissements supérieurs, commencer à avoir un gymnase d'une certaine taille avec pas mal de choses. Et après, on a peut-être ceux qu'il faut freiner, je ne sais pas, et qui vont effectivement souvent se caractériser par un regroupement de personnes qui vont avoir certes des balnéos, des piscines, puisque là on est sur les investissements un peu extrêmes en termes financiers. Et là, donc, on a vraiment ces trois types de profils qui vont nous demander une analyse, une approche différente. C'est vraiment important pour nous, experts comptables, donc conseil du chef d'entreprise que vous êtes tous, eh bien de pouvoir s'adapter à la philosophie de chacun et sa volonté d'exercer d'une manière ou d'une autre, parce qu'à un moment donné, nous, on est juste là pour les aider et les accompagner. Merci. Patrick Méo, donc l'idée de proposer cette thématique est venue de vous. Donc on rappelle que vous dirigez CMS et que vous êtes en contact de nombreux fabricants. Pourquoi ce mardi de la santé consacré à la performance financière des équipements? Est-ce que vous estimez que les kinés sont pas assez sensibilisés, pas assez entourés? Pourquoi avez-vous envie de... En fait, on s'est rendu compte que l'investissement matériel dans les cabinets de kiné devait faire l'objet d'une véritable stratégie en termes d'investissement. Le fait d'être consommateur compulsif, je ne pense pas que ce soit le cas de Frédéric. Par contre, Je forçais le trait. non, mais l'intérêt du marché de la physio, c'est que c'est un marché qui subit des évolutions incroyables. Le mot physiologie, donc, veut bien dire ce que ça veut dire, avec la rééducation respiratoire, la rééducation fonctionnelle, etc. Et en fait, il y a plein de tendances technologiques qui arrivent sur le marché, n'est-ce pas, Frédéric? Et qui font que ces tendances, eh bien, pour pouvoir être dans le bon wagon technologique et thérapeutique, les kinés vont investir. Donc, nous, on considère, à côté Clinique Médico-Sport, à force d'observer justement les comportements en termes d'offres au niveau des fabricants et en termes d'investissement, qu'aujourd'hui, l'équipement matériel devient vraiment une stratégie à court, moyen, long terme. Et qui dit stratégie, dit bien évidemment investissement, prévisionnel, rentabilité. Et c'est ce sujet-là, en fait, qu'on a voulu porter sur ce plateau télé. Merci beaucoup, c'est effectivement tout notre objet ce soir. Alors, notre premier point à éclaircir, quel type de réflexion pour des investissements stratégiques? Parler de stratégie d'investissement, on n'achète pas au dernier représentant commercial qui vient de passer son dernier équipement, sinon on n'arrête pas de faire des chèques. Il y a une stratégie là derrière. Est-ce que c'est une nécessité pour un cabinet de kiné d'investir dans des solutions matérielles de haut standing et cela doit-il systématiquement se justifier sur le plan thérapeutique ou aussi sur le plan financier?
Bah, oui, je pense que les nouveautés, elles ont toujours quelque chose de mieux que ce qui s'est fait et qui est plus adapté au marché, parce que je pense qu'il y a, en dehors des soins, je pense qu'il y a des produits qui sont faits justement pour les maux actuels, entre guillemets, mais aussi le développement des cabinets, économique des cabinets, c'est important. Moi, quand je fais un choix, on va être sur, par exemple, en ce moment, il y a beaucoup de sport santé. Notre métier, c'est aussi kinésithérapie, c'est soin par le mouvement. Donc, forcément, ce sera du matériel qui va permettre aux gens d'être sur des machines, entre guillemets, mais sans le côté péjoratif de la chose. Une machine, c'est pas forcément. Le kiné n'est pas qu'un thérapeute manuel. On a la chance d'avoir un métier qui est très très large, je l'ai dit tout à l'heure. Mais la mécanothérapie, comme on appelait dans le temps, c'est important. Et il y a des machines qui remplissent bien les rôles, qui donnent des soins. Et c'est important aussi d'avoir des résultats assez rapides. Donc forcément, on va choisir un matériel qui va soulager pratiquement tout de suite, qui va apporter quelque chose immédiatement. Est-ce que par exemple, le fait d'investir dans du matériel main libre permet d'augmenter aussi la capacité d'accueil du cabinet? Alors, et ça devrait l'être, hein, effectivement, mais malheureusement, on est nous dans une profession qui est très encadrée, il y a des normes, il y a des temps à passer avec les patients, donc on doit au moins être une demi-heure avec le patient, donc forcément le main libre, oui, c'est très intéressant parce qu'après l'idée c'est d'après avoir mis le patient entre nos mains, on va le laisser sur des plateaux techniques. Et là, il faut ça soit fait en toute sécurité, par exemple. Et le problème, c'est que avec cette façon de travailler actuelle, on est très limité dans les investissements, puisque le taux moyen, c'est à peu près 17 € de la demi-heure par patient, donc 34 € de l'heure. C'est un peu difficile. Si on n'a pas, justement, été formé, je veux dire, on en parlait tout à l'heure, c'est à l'entrepreneuriat. Si on ne peut pas utiliser le matériel pour faire d'autres choses, et ouvrir des structures peut-être un peu parallèles pour faire du hors nomenclature et utiliser le matériel et amortir le matériel un peu plus. Merci. Alors, Patrick, je tourne vers vous. Quel va être votre rôle en tant qu'expert comptable, justement pour guider, aider cette réflexion pour des investissements stratégiques? Typiquement, quand vous avez plusieurs associés, vous pouvez avoir des divergences, certains qui veulent être équipés dernier cri et investir, d'autres qui sont plus frileux, et vous, finalement, vous allez venir plus aligner les chiffres. Et en quoi vous les guidez? Alors, nous, notre rôle sur la question des associés, notre rôle il est fondamental puisque à l'intérieur d'un groupement, on va avoir plusieurs types de profils psychologiques. On va avoir celui potentiellement qui va vouloir investir énormément, celui qui va être sur la réserve. Si on a 4 personnes, statistiquement, on va en avoir 2 qui vont être au milieu, qui vont poser le raisonnement. Et nous, finalement, on va être là pour amener les questions, pousser le raisonnement et faire en sorte que les décisions qui sont prises, elles s'appuient déjà sur des chiffres et sur des prévisions, sur des rendements, sur l'optimisation du matériel et faire en sorte, à un moment donné, vous êtes tous de bons professionnels et vous mettez la santé et le soin avant tout. Et il faut garder cette priorité. Mais à un moment donné, le fait de mettre du matériel en face et donc des investissements, c'est aussi soigner mieux ses patients parce que, effectivement, comme on disait, on est dans la kinésithérapie, c'est-à-dire dans le mouvement, et le mouvement, c'est du temps, et effectivement, probablement que de soigner pendant 1 heure, c'est peut-être mieux que de soigner pendant une demi-heure. Et là, on améliore le rendement du matériel, on optimise tout ça, et c'est tout des chiffres. Derrière, il y a beaucoup de maths. C'est des maths très simples. Donc, moi, vous avez l'avantage d'apporter des preuves, parce que vous appuyez sur des chiffres, donc c'est pas contestable. On met en lumière, finalement, les sensations et le feeling que peuvent avoir les professionnels. Ils vont se dire, oui, ça c'est peut-être bien. Nous, on va leur dire, oui, effectivement, c'est bien. Et puis, s'il y a un moment, ça peut être contre-intuitif, et dans ce cas-là, on leur montre que non, c'est pas une bonne idée, parce qu'on peut avoir du matériel qui est trop cher par rapport à ce qui va pouvoir être facturé en nomenclature à des patients. À un moment donné, on est dans un métier où, effectivement, comme Frédéric le disait, quand on est dans la nomenclature à 17 €,
et le matériel vaut de plus en plus cher parce qu'il y a de plus en plus d'intelligence, il y a de plus en plus de choses qui valent relativement cher. Et donc, on est toujours sur cette notion de rendement. De dire, Mais cette discussion, justement, sur le bien fondé de l'investissement, vous le faites à quel moment? Vous le faites au moment du prévisionnel annuel ou au moment de l'intention d'achat? Alors, on va avoir plusieurs moments clés, effectivement. On va avoir déjà, par exemple, la création du cabinet. Un cabinet qui se crée, là, il y a une multitude d'investissements à faire. Et là, effectivement, il faut bien poser le raisonnement global, puisqu'on va avoir le foncier, on va avoir les agencements et on va avoir tout le matériel qu'on va mettre dedans. Donc, ça demande beaucoup de temps. Et après, il y a effectivement l'entretien. Dans le cadre de l'entretien et du développement de la structure, on va avoir soit, au moment où on fait le bilan, on regroupe tous les associés, parce que c'est jamais évident d'avoir tous les associés en même temps. Or, ce sont des décisions fondamentales pour eux. C'est leur avenir qui se joue. Donc, on peut avoir ce moment-là. Et après, dans cet échange au moment du bilan qu'on va avoir avec eux, si on sent qu'ils ont un besoin de communiquer et de réfléchir entre eux, on peut leur programmer d'autres rendez-vous pour réfléchir en leur disant commencez par récupérer la donnée sur le prix du matériel, sur son temps d'utilisation, sur sa garantie, pour qu'on puisse nous appréhender le mieux possible le prévisionnel et faire en sorte que les données soient le plus fiables possible. Ça, c'est ce qui est compliqué. Parce que justement, l'expert comptable, lui, ne veut pas être un spécialiste du matériel pour aller dire, tiens, tel appareil, vous l'utilisez en rééducation. Par contre, vous pouvez aussi le valoriser, le rentabiliser pour tel ou tel usage hors convention. Le kiné, lui, il sait sur quoi il va, sur quoi il va aller. Oui, non? En fait, nous, on a fait une enquête il y a 4 ans auprès de 1400 kinés, ce qui est quand même pas mal. Et en fait, il en ressort qu'à peu près 80%, pas tout à fait 80%, des kinés investissent dans le matériel parce qu'en fait, ils ont une problématique thérapeutique. Ils vont par exemple bloquer sur les tendinopathies. Ils vont avoir un sentiment d'échec, donc qui va se répéter de patient en patient. Et à ce moment-là, ils vont investir. Et là, ça représente presque 80%. Donc ça veut dire qu'il y a 20% des kinés qui, eux, prévoient les investissements dans le cadre d'un prévisionnel budgétaire. Donc, justement, est-ce que le fait de ne pas avoir de visibilité sur la rentabilité, l'amortissement et tirer profit du matériel, est-ce que ce n'est pas un frein, justement, à l'investissement? À mon sens, le frein à l'investissement, il vient du fait qu'on est sur une population, un métier qui, malheureusement, aujourd'hui, à mon sens, est mal considéré. Et donc, quand on est payé en nomenclature 17 € de l'heure, demi-heure, pardon, c'est relativement compliqué. On ne peut pas dire que ce sont des gens qui ont la capacité de s'enrichir de manière phénoménale. Exactement. Donc, à un moment donné, quand on leur dit il faut faire un investissement, on va devoir emprunter et c'est lourd, c'est ça le frein psychologique, parce que on n'a pas des personnes qui peuvent se dire c'est bon, je suis tranquille, le matériel en 2 ans il est amorti et après j'en profite pleinement. Donc le frein, il est justement là, dès qu'on est sur des investissements de plus en plus lourds, avec des notions de temps pour amortir ces biens d'un point de vue financier, c'est-à-dire facturation au patient d'un acte qui est relativement long. Et donc le frein, il est vraiment là. Je dirais que ça nous emmène déjà vers notre deuxième partie qui est comment optimiser les potentialités économiques des équipements matériels thérapeutiques. Alors c'était un petit peu l'objet, alors on espère que vous l'avez tous entre les mains. On avait sorti un guide du hors convention dans lequel justement on présente pas mal de ces matériels. J'imagine Frédéric, vous les avez à peu près tous. Pratiquement. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore, vous pouvez le réclamer, on vous l'enverra avec plaisir. Et la deuxième édition est bientôt. Elle est en bientôt poste prête. d'ici 10 jours. Bon, c'était Et la petite adressée à 34 000 cabinets. C'était français. La petite page pub. Et donc nous passons à notre deuxième axe, comment optimiser les potentialités. Vous, c'est des questions qui sont venues très vite dans votre usage parce que du coup, vous êtes très bien équipé. Puis vous m'avez quand même dit qu'il y a peut-être quelques équipements qui dorment un peu dans un coin. C'est-à-dire que vous êtes... est-ce que vous utilisez tout? Est-ce qu'il y a des doublons? Est-ce que soyons objectifs? Alors, objectivement, il y a encore des techniques qui restent un peu inutilisées. Alors, pourquoi? Parce que
toujours été un peu précurseur, on va dire, sans vouloir paraître. Mais bon, la cryothérapie, la cryothérapie corps entier, je veux dire, ça fait 10 ans que j'en fais. Donc au début, on regardait ça un peu de loin. Ah non, mais c'est dangereux. Ah non, c'est ci, cela. Donc c'est vrai. Bon, par contre, c'est un outil qui est très, très intéressant, qui a fait ses preuves, qui continue à faire ses preuves. Maintenant, fonctionne très bien. Il y a eu d'autres techniques aussi qui ont été un peu plus compliquées ou un peu pas encore très connues, hein, comme par exemple la kiné virtuelle ou des essais en 3D sur, par exemple, la vitesse de réaction, la mémoire, qui n'a peut-être pas vraiment rapport avec la kiné, mais qui est très utile justement dans certaines pathologies. Et c'est vrai que c'est des choses qui ne sont pas encore très exploitées parce qu'on n'a pas le temps de développer ce côté hors convention aussi, mais aussi parce que, par exemple, on n'a pas vraiment le temps de prendre un peu de recul puis se poser à dire bah tiens vas-y toi cet appareil tu l'as pris, il faut que tu te fasses un business plan, il faut par exemple que dans 3 mois tu as au moins fait autant de séances par exemple, qui pourrait être intéressant, mais malheureusement on n'a pas non plus ce conseil, cette formation de se dire comment optimiser le matériel. Alors, moi je sais que personnellement pour faire un peu c'est pas vraiment du hors nomenclature, mais j'ai ouvert une structure, une URL d'un côté, qui va faire tout ce qui est sport santé, préparation physique, et d'autre côté, donc, il va y avoir mon activité de kiné, où je vais utiliser le matériel également à des soins curatifs, pour mes patients. L'ordre valide ça ou oui, dès lors où c'est bien séparé. Très bien, oui. Oui. Alors, vous parlez de l'ordre, mais c'est vrai qu'on en parle tout à l'heure. C'est vrai que je le répète à chaque fois, on a un super beau métier, mais il faudrait qu'on nous laisse un petit peu aussi pouvoir nous exprimer. Et ça je pense que Patrick doit le ressentir aussi. Il y a du bon matériel, il y a des choses qui sont intéressantes, mais malheureusement, on ne peut pas tout acheter parce que. Et c'est un frein aussi. Et je pense que nous, on serait consommateurs, on fait marcher aussi, les vendeurs de matériel, mais c'est vraiment du matériel utile. Et c'est dommage parce que je vous le dis, le métier, il y a des tas de choses à faire. Et quand on parle de kinésithérapie, soins du mouvement, on vient des fois opposer les cabinets, entre parenthèses, usines et les cabinets traditionnels. Mais un thérapeute qui va travailler une demi-heure avec ses mains, qui va avoir la concurrence d'un ostéopathe qu'on va voir plus facilement, où on va donner plus près de 50, 60, vers 80 euros par rapport à un thérapeute manuel, kinésithérapeute, qui va avoir 17 euros de la séance. Vous voyez, il y a un petit problème, donc c'est des freins. Moi, je pense que c'est des freins économiques. Et pourtant, je pense qu'il y aurait moyen de faire des choses. Mais il faut que nous, on soit formés dès le départ à réfléchir à ça, quoi. Mais effectivement, on en parlait, il n'y a pas de formation. Moi, dans mon école, on ne m'a jamais appris. On ne m'a même pas, dans l'école, par exemple, on ne m'a jamais dit attention, vous allez être limité, attention, il y a un cadre très législatif de kiné, il y a l'ARS, il y a la CNAM, il y a tout ça. Et ça, on a un gros manque de formation justement là-dessus. Dans le sujet, il y a optimisation. Est-ce que quand vous investissez dans un matériel, est-ce que vous avez des informations suffisantes pour justement avoir la capacité d'optimiser l'information faite par le fabricant? Ça va dépendre des je sais, par exemple, on peut citer LPG, je pense que LPG c'était un précurseur, je pense à du en nomenclature. En 89-90, j'ai acheté mon premier LPG, je rencontrais Louis-Paul Guittet à Valence, qui a développé le hors nomenclature, qui est un peu l'esthétique dans les cabinets kiné, qui marche toujours avec deux machines, si je ne veux pas me tromper, c'est-à-dire le Uber et le LPG, mais qui depuis presque... Et le CLUM6, le CLUM6, le CLUM6 et le Uber, et c'est des choses formidables. Et là, ils nous forment un peu plus justement à ça. Là, par contre, on peut parler de conseils et de développement avec des publicités. LPG, c'est l'exception qui confirme la règle. Exactement, c'est malheureusement c'est quand même ce n'est pas le cas. Peut me permettre de revenir un petit peu sur les opportunités pour financer les investissements. Est-ce qu'on peut passer par des organismes de financement ou aussi bénéficier de certaines aides? Quels sont les plans en fonction des moyens dont on dispose? On a des choses très traditionnelles, bien évidemment. Les emprunts, on est encore sur une période de taux bas. Donc, faut en profiter. Si vous avez des investissements, il faut en profiter. Si on fait un peu d'économie rapidement, on peut penser que dans les années qui viennent, on va arriver sur une petite période inflationniste. Donc, les taux vont remonter, vont coûter un petit peu plus cher.
Donc, si vous êtes sur des projets, des réflexions en termes d'investissement, et il faut les cadencer, c'est peut-être le bon moment, effectivement, où l'aspect financement et rentabilité, justement, c'est peut-être le bon binôme actuellement. Ça, c'est la première chose. Après, il y a les opérations de crédit bail. Les taux sont relativement bas derrière, hein, parce qu'en fait, il faut savoir que quand on prend un crédit bail, on achète un matériel et derrière, en fait, l'organisme de financement va coller un taux d'intérêt. Actuellement, il est relativement bas, donc c'est une bonne formule. Ensuite, vous avez des avantages, des aides, effectivement. Alors là, on se situe sur des aides plutôt liées à l'ARS. C'est vraiment l'ARS qui va être le pilote pour vous, avec les zones qu'on appelle sous-dotées, les zones très sous-dotées, qui ont beaucoup d'aides. Par exemple, vous avez des contrats incitatifs, vous avez des contrats d'aide à la création ou des contrats d'aide à l'installation. Et vous pouvez avoir des aides, par exemple, si on prend le contrat d'aide à la création du cabinet, on peut monter jusqu'à 49 000 euros d'aide sur 5 ans. Mais alors là, ça veut dire d'aide pour les murs, mais aussi pour le matériel utilisé? C'est plus lié aux équipements d'ailleurs. D'accord, ok. C'est plus lié aux équipements. Les murs en tant que tels, quelque part, si vous êtes en zone sous-dotée, voire très sous-dotée, les murs ne vont pas vous coûter très très cher. Aussi, hein. oui. C'est pas là que vous allez mettre. Alors que le matériel, à un Oui. moment donné, ça sera le même, hein, que vous le mettiez au cœur de Lyon ou que vous le mettiez à la campagne. Dans une zone très sous-dotée, le prix sera le même. Le commercial ne vous fera pas un geste plus important. Et donc, finalement, c'est là où il y a besoin d'aide. Et elles sont pas négligeables quand même, hein, parce qu'il y a 49 000 sur un dispositif, 34 sur l'autre. Donc voilà, il y a des choses qui existent, il faut creuser. C'est l'ARS qui pilote quand même pas mal de choses à ce niveau-là. Je pense que oui, ça mérite d'être creusé en tout cas. Ces dispositifs sont connus par les kinés ou justement, il faut interroger son expert comptable pour avoir l'information. Alors, ils sont connus, mais elles ne touchent pas énormément. Enfin, les zones sous-dotées, bon, il y a les kinés qui en profitent, comme il y a aussi des allègements d'impôts, je pense, où il y a des baisses de charges, même pendant un temps donné, l'absence de charges ou charges d'impôts sur le revenu. Sont assez limités. Bon, mais c'est assez limité. Mais non, moi, personnellement, je ne connaissais pas trop. Je pense que dans les zones normales ou les zones dans lesquelles on évolue, forcément, la plupart des kinés, puisque c'est en fonction du zonage, on ne connaît pas trop ces aides. Est-ce que ça fait un message à faire passer justement aux kinés qui nous regardent, de demander finalement à son expert comptable De toute façon, on est dans un pays où on est quand même beaucoup aidé. Non, moi je reviendrai plutôt sur... Non, en fait, le sujet est quand même plus sur la valeur ajoutée du matériel, en fait. C'est ça. Et quand j'interpellais Frédéric sur l'information donnée par les fabricants, moi je pense qu'il y a un manque là, important. Il y a un manque important parce que nous, on travaille quand même avec pas mal de fabricants et on leur ouvre en fait de nouvelles perspectives quand on leur dit ouais mais ok, c'est curatif, mais par contre, est-ce qu'on peut utiliser ce matériel dans le cadre justement de prestations beaucoup plus rémunératrices pour le kiné? Oui, C'est le parcours du combattant quand même. Hein. C'est difficile de leur faire comprendre et surtout, ensuite, bien sûr, après, derrière, ils sont plus enclins à réfléchir pour apporter des réponses intéressantes. Alors, ce qui est souvent le cas. Pour faire la suite de cette réflexion, dans quelle mesure les opportunités de développer des activités hors convention interviennent-elles dans le choix d'un équipement? C'est-à-dire, la première motivation, elle est curative. Je veux aller plus loin, je veux mieux, je sais pas, je fais du laser parce que ça va déjà préparer les tissus et derrière, je vais avoir mon geste manuel. Mais est-ce que du coup, dans la réflexion très en amont, se dire, tiens, sur quel autre volet, est-ce qu'en hors convention, je vais pouvoir utiliser ce matériel? La difficulté, moi qui suis un kiné de la vieille époque maintenant. Mais non, mais bon. C'est vrai que quand c'est très difficile quand on soigne quelqu'un, par exemple, de lui dire, par exemple, on va faire de l'ostéopathie ou des techniques, il y a des techniques tissulaires. Par exemple, on va dire, écoutez, bon là je vous soigne comme ça, c'est 17 €, je vous soigne comme ça, mais si vous mettez 20 € de plus ou vous revenez demain après-midi ou dans mes consultations, dans mon nomenclature, je vais vous soigner et ce sera plus efficace, mais il faudra me donner 50 €. C'est difficile pour nous de faire ça. Et bon, moi, c'est pas que je refuse, c'est que j'ai jamais pensé parce que voilà, vraiment, c'est ce qu'on disait, il faut se poser, prendre un peu de recul et se dire, on va ouvrir des créneaux en nomenclature. Mais quand vous soignez quelqu'un qui a mal au dos et que vous pouvez le manipuler, le soulager tout de suite, et bon, c'est pas parce qu'il vient pour 17 € que vous allez pas le soigner
Oui, Oui, c'est non, ça, mais c'est c'est une difficile. dizaine Et ça, alors peut-être que ça va changer, je sais pas, j'espère pas, parce qu'on est là, on est quand même d'abord des professionnels de santé, il faut pas l'oublier. Hein, Oui, mais on peut être un excellent professionnel de santé tout en se disant, tiens, cette machine qui m'a coûté, j'ai aucune idée. J'ai pas tellement la notion des investissements que ça représente, mais je crois qu'il y en a quand même certains où on est à quelques... Je crois que la moyenne de financement, on tient d'un organisme national comptable, la ligne financière budgétaire mensuelle, la moyenne, c'est 300 € par mois, je crois. Sur un investissement, sur les investissements matériels. Moyenne nationale. Matériel. Ah ouais. Ouais. À mon avis, on est. Je suis un peu au-dessus. Moyenne, hein. Oui, Vous êtes même moyenne. pas- Alors, Non, mais la moyenne. Dans une moyenne, on va prendre. Chiffre d'affaires moyen, 80 000 €. Donc, Oui, voilà. Mais donc, déjà, en fait, la Chiffre première. d'affaires. moyen, Oui. 80 000 €. C'est ça. Le chiffre d'affaires, il faut avoir en tête que. Et 80 000 €, on est déjà sur. Pour un masseur kinésithérapeute, Ouais. on est sur une personne qui travaille déjà avec d'autres Ouais. professionnels. Parce que celui qui est tout seul dans son coin, il va être à même pas à 60 000 € de recettes. Hein. C'est assez compliqué. 80 000 €, c'est quand on commence déjà à avoir effectivement du matériel qu'on va partager et qui nous permet d'avoir un petit peu des remplaçants aussi, enfin, d'avoir un certain nombre de choses qui font que on arrive à monter à 80 000 € de recettes par personne. Ouais. Mais les investissements, c'est vrai que je vais faire un peu plus de 300 € par mois. Quand même, hein, parce qu'on est sur des dotations aux investissements, ça va relativement vite. Hein. Est-ce C'est que une stat de la maison des kinés, il y a 3 ans. Vous parlez de recettes de chiffre d'affaires, en fait, c'est ça, de Oui, 80 chiffre 000 €. d'affaires. Je parle de recettes, je parle oui, chiffre d'affaires. Alors, est-ce que justement votre rôle d'expert comptable, c'est de dire aux kinés que vous accompagnez, tiens, à cet investissement, est-ce que vous avez réfléchi à toutes ces potentialités d'utilisation? Est-ce que vous-même, vous ne pouvez pas forcément avoir les réponses parce que le matériel, ce n'est pas votre spécialité, mais par contre, est-ce que vous pouvez le pousser un petit peu à explorer justement les terrains? C'est notre métier de devoir les pousser dans leur retranchement et d'aller chercher cette information. Voilà, on va aller chercher le rendement du matériel. Enfin, je veux dire, si on investit sur un vélo, un rameur, si on commence à prendre de la qualité, ça vaut un certain prix, mais voilà, il va falloir pouvoir confronter au niveau de l'utilisation. Est-ce que c'est un matériel qui va pouvoir tourner quelque chose de simple, 4 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures par jour, et si on le fait tourner dans telle configuration, est-ce qu'il va durer 2 ans, 5 ans, et ainsi de suite, parce qu'il faut que le financement, aussi, on parlait de financement tout à l'heure, soit cadré avec la durée de vie du produit. Si on achète un matériel qui vaut un peu plus cher, qui vaut 20-30 000 €, qu'on commence à le financer sur 7 ans, parce qu'on se dit comme ça se passe bien, je ne me mets pas trop la pression, mais sauf que le bien, en fait, il est garanti 2 ans, il vit 4 ans, et après c'est mort, parce que les pièces sont plus on les trouve plus en SAV. Eh bien, dans ce cas-là, on a fait une vraie faute de gestion. C'est pas une accusation, mais on fait une faute de gestion dans le sens où on va payer encore pendant 3 ans un matériel qui ne sert plus. Et c'est là où on est dans une mauvaise dynamique financière. Donc c'est très important en amont de bien connaître effectivement les capacités des machines et de les corréler avec la capacité de soins, nomenclature ou hors nomenclature des structures. Alors, pardon. Non, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de LPG, mais c'est vrai que dans ce renouvellement de matériel, il n'y a pas beaucoup non plus vous voyez un commercial pour une machine ou pour ça, on ne le revoit pas souvent au bout des 5 ans, par exemple. Et ça, dans le suivi, vous voyez l'évolution que chez LPG, mais par exemple, au bout de 3-4 ans, on voit, il nous présente des évolutions, il y a un suivi malgré tout. Et ça, peut-être que si d'autres fabricants de machines ou d'autres avaient ce concept un peu plus global dans la durée, je pense que peut-être on serait un peu plus aussi soutenu. Et aussi, on parlait des formes de prêts ou de loyers. Ça aussi, on a besoin d'être au courant. Par exemple, s'il y a une maintenance qui est incluse, par exemple, comme vous disiez, ou effectivement, si ça peut arriver qu'au bout de 5 ans, on est loué et puis on vient nous rechercher la machine parce qu'on n'a pas pris un contrat avec une valeur de rachat. Et ça, c'est des choses qu'on ne connaît pas. Et je pense qu'il faut vraiment que chacun d'entre nous se renseigne auprès de son expert comptable pour pouvoir justement ne pas tomber dans ce piège de dire au bout de 5 ans, tu as acheté un matériel qui pourra avoir 10 ans, mais on te le reprend parce que tu l'as loué 5 ans et qu'au bout, tu ne peux pas le racheter. Ça, c'est des choses aussi importantes. Alors, pour pousser le bouchon encore un peu plus loin et encore plus concret, comment on calcule un prévisionnel d'amortissement de rentabilité? Donc, vous l'avez déjà un petit peu abordé, mais pour mettre les choses encore plus carrées. Si on commence par quelque chose de très simple, je vais prendre un matériel. On va regarder cette configuration qui va le caractériser, c'est-à-dire combien de temps il va pouvoir être utilisé, et on va devoir confronter avec
le praticien, de se dire combien de temps il va être utilisé. Et déjà, ça va vous donner un chiffre, ça va être l'amortissement, une valeur divisée par une durée, par exemple 5 ans, et en tenant compte d'une durée d'exploitation, on va pouvoir mettre un amortissement et en face un montant de recettes. Et donc, on va pouvoir comparer et dire est-ce que ce bien, j'ai intérêt à l'acheter ou pas. Alors, j'ai intérêt à l'acheter ou pas, là, je suis purement financier quand je dis ça. Par contre, il faut toujours quand même que le praticien ait le regard critique de dire oui, mais j'en ai besoin. Et là, après, il faut travailler effectivement pour dire vous en avez besoin, mais il n'est pas rentable. Est-ce que vous faites le choix d'aller sur ce matériel quand même, ou comment on essaye de faire en sorte qu'il soit rentable? Donc voilà, donc j'ai une valeur d'achat, je vais diviser par un nombre de mois d'utilisation, ça c'est basique, c'est mon calcul d'amortissement, mais en face, je dois mettre qu'est-ce qui va pouvoir me rapporter. Et donc là, je vais devoir mettre des choses techniques où le masseur kinésithérapeute devra nous donner de la matière pour qu'on sache véritablement quel est le chiffre miracle qui va dire je l'utilise 1000 heures par an, par exemple. Là, on va pouvoir faire. Et ça, on fait pour un matériel. Et s'il y a plusieurs matériels qui sont achetés dans un prévisionnel, ce qui est intéressant, c'est effectivement de faire ce calcul et de mettre quelque chose sur 3-4 ans. C'est théorique, parce que peut-être que l'utilisation ne sera pas la même, peut-être que le matériel sera changé plus rapidement que prévu, mais ça permet d'avoir une visibilité sur ce qu'on va faire demain. Mais c'est vrai que c'est des vrais choix stratégiques parce que vous pouvez avoir une analyse très froide, comptable, où vous alignez raisonnement, et puis après, vous allez avoir la sensibilité du thérapeute qui va peut-être vouloir faire de la photomodulation, qui va peut-être vouloir faire, je sais pas, je dis, qui peut avoir plus d'attrait pour certaines technologies. Finalement, il va presque avoir à convaincre son expert comptable que c'est un bon investissement. Je sais pas, est-ce qu'on est en confrontation d'idées entre le thérapeute et son expert comptable. L'expert comptable lui disant non, mais ça c'est pas rentable, faut pas y aller. Puis le kiné qui dit mais si, je le voudrais bien parce que c'est intéressant. Voilà, mais c'est ça qui va être passionnant dans nos rencontres et dans nos échanges, c'est qu'à un moment donné, on vit chacun de notre passion. Alors notre passion est peut-être un peu plus froide et plus chiffrée, mais à un moment donné, si le professionnel de santé nous apporte pas, il nous convainc pas sur la rentabilité de son produit, on se doit de lui dire attention, c'est un choix que vous faites, il vous coûte de l'argent, il ne vous rapporte pas quelque chose. Donc est-ce que vous êtes bien sûr d'aller sur ce terrain-là? Et c'est là où quand on a plusieurs associés, il peut y avoir effectivement des échanges assez sympathiques, parce que c'est des choix stratégiques, mais il peut y avoir des machines, on en a besoin parce que par rapport à la patientèle, on a besoin de soigner et on a besoin de cette machine et on sait qu'elle ne sera pas rentable. Mais là, c'est important de le savoir parce que ça veut dire qu'à côté, il faut qu'il y ait une machine qui soit super rentable à côté sur autre chose. Alors, mais dès lors qu'on est sur du curatif, rentabilité zéro, à 16,32 €. Voilà. Donc pourquoi on ne raisonne pas de la façon suivante, un peu par intelligence de situation? C'est-à-dire qu'on sait que la sphère curative, elle ne rapporte rien. Et pourquoi justement le prévisionnel de rentabilité, il ne se fait pas sur le hors convention? Pourquoi on ne raisonne pas comme ça aujourd'hui? On n'est pas éduqué à ça, c'est ce qu'on dit Oui, tout à l'heure. c'est Je pense pas- qu'on on n'est a pas toujours sur cette- question on a toujours la même d'éducation, problématique. de en fait. faire nous, notre métier, c'est pas, je ne vais pas dire un commerce, c'est parce que c'est pas un gros mot non plus, de faire Ouais, du commerce, non. mais c'est du business, on en parlait aussi tout On à l'heure. accueille Le souvent business. quand même sur ce plateau Denis Comichon qui pour nous représente souvent le conseil de l'ordre des MK qui nous dit le cabinet de kiné ne doit pas être considéré comme un commerce. C'est-à-dire qu'on s'ouvre à la communication, pas à la publicité. Alors on met plein de subtilités dans les mots plus ou moins pour parler de la même chose mais sans utiliser les mêmes termes. Il y a beaucoup de... Non, mais la difficulté, c'est qu'on n'est pas un commerce, ni on n'a pas le droit de faire du business sur la santé. C'est clair. Ça, moi, on en parlait tout à l'heure. Je vous dis, on ne va pas vendre quelque chose en plus à un patient qu'on peut soigner pour la femme. Mais à un moment donné, il faudra se poser la question, le devenir de notre métier. Parce qu'à un moment donné, si on continue comme ça, eh ben, ce sera, on va revenir un petit peu au temps avec la boîte de tact, la lampe infrarouge. Et là, je pense qu'un kiné qui aura sa boîte de tact, sa lampe infrarouge, il gagnera peut-être autant d'argent qu'un kiné qui va investir des milliers d'euros dans sa profession, dans son matériel. Et ça, c'est dommage. Alors, à nous d'évoluer, à nous de faire pousser l'ordre, à nous de faire comprendre aux gens qu'il faut optimiser nos connaissances, notre dynamisme, nos compétences pour pouvoir justement faire évoluer le métier
permettre de soigner un maximum de gens, quoi. Patrick, est-ce que du coup, un message à passer aux fabricants avec lesquels vous êtes en contact, c'est de donner, alors certains le font, on a toujours cité le même, donc je ne vais pas le reciter une nouvelle fois, certains le font très bien pour expliquer aux kinés quelle rentabilité ils peuvent tirer du matériel. Pour d'autres, c'est vraiment la dernière de leurs préoccupations, alors finalement, ça devrait être assez fondamental puisque le kiné est assez démuni par rapport à ça. Est-ce que ça, c'est un message fort à leur passer pour aider les kinés à comprendre comment... Ouais. Alors, je dois dire que toutes les marques qu'on accompagne, il y en a une douzaine à peu près, sur leur développement sur le marché de la physio, en fait, on travaille là-dessus. Mais vraiment toutes. Parce que justement, on a compris et on a cette problématique d'imposer la connaissance du hors convention, et c'est pour ça qu'on sort la 2e édition. Pour moi, c'est vraiment un axe stratégique en matière de développement des cabinets, parce qu'en plus, il y a tellement de possibilités aujourd'hui qui sont offertes aux kinés dans la diversification d'activités, qu'il va forcément se passer quelque chose, quoi. On est vraiment à un moment clé de la profession. Je ne sais pas ce que tu en penses, Frédéric, mais... Oui, on est en ce moment clé parce que on parlait tout à l'heure aussi des techniques. Vous savez, on a le droit d'aller chez le kiné en première intention, par exemple. Mais ça, c'est bien. Mais dans certains cabinets, et de plus en plus nombreux, je vois dans ma région, je parle dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le Lillois, dans tout ça, c'est une prise de rendez-vous. Des fois, c'est 3, 4, 5, 6 semaines pour un patient. 6 semaines, donc, on a beau ouvrir les portes du cabinet en accès direct. S'il n'y a pas cette disponibilité, ça sert à rien. Il y a peut-être d'autres axes à voir justement dans la façon de travailler. Et je vous dis, il y a des techniques qui permettent de très bien soigner les gens et de pouvoir avoir plus de personnes qu'une personne par demi-heure. Et je pense que je pense qu'il faut gagner ce combat et il faut que l'ordre et tout le monde nous aide pour pouvoir justement développer et donner plus de services aux gens et soigner les gens dans de bonnes conditions aussi, parce que... Donc cet accès direct, tu ne crois pas qu'il va donner... c'est un bon indicateur, parce qu'en fait ça va donner plus de pouvoir aux thérapeutes quand même. Oui, voilà, c'est une reconnaissance. À terme. C'est une reconnaissance. Ouais. C'est une reconnaissance du métier, avec enfin la liberté pour nous de pouvoir recevoir, pour l'instant, si je ne me trompe pas, c'est 2 pathologies. C'est la lombalgie aiguë et l'entorse de cheville. De toute façon, sur les terrains de basket, pour parler du basket, parce que c'est un sport, mais sur les terrains de sport, beaucoup de kinés du sport vont en première intention. Même si dans le temps, je me rappelle... Vous aviez beau être kiné du sport au bord d'un terrain, s'il y a quelqu'un qui se blessait, théoriquement, vous n'aviez pas le droit de le prendre en charge parce que vous n'êtes pas médecin et vous n'avez pas le droit de le prendre en charge. Donc ça fait pas... Le métier évolue, c'est bien, mais il faut encore, je pense, on a encore un petit chemin à faire. Oui, vous avez du chemin et il faut faire ce chemin, je pense, avec l'ordre. Oui. Parce que voilà, il y a un certain nombre de choses qu'il faut arriver à pousser et on sait très bien que ça prend du temps, mais vous avez un bel avenir et je pense que c'est important de pousser là-dessus. Moi, j'avais une dernière petite question très très courte avant du coup de conclure parce que notre émission va bientôt toucher à son terme. Quels sont les indicateurs de performance à suivre sur le plan économique pour un kiné qui souhaite valider la performance de son investissement? Alors, toute la difficulté, ça va être en fait... Réponse courte pour une question très longue, oui, la question est très longue. Ça va être en fait, c'est des éléments de base de données. Ça veut dire que je vais acheter des biens, donc je vais avoir ma liste des immobilisations avec mon amortissement. Et en fait, ça va être de mettre en amont de tout ça la comptabilité quelque part par produit pour arriver à avoir finalement un produit en face de ma dépense, donc mon matériel, pour pouvoir dire est-ce qu'effectivement il est rentable ou pas rentable. Donc c'est quelque chose d'assez technique, mais si on prend le temps et si on accepte d'investir, parce qu'il y a un peu d'investissement à faire au départ aussi, du point de vue expertise comptable, pour mettre en place ce sont des vrais indicateurs effectivement performants et qui permettent de tirer vers le haut le cabinet. Merci beaucoup à tous les trois. Alors c'était vraiment passionnant. Nous avons très très peu de temps pour finalement terminer, conclure. Donc je vais vous demander à chacun votre mot de conclusion, le message que vous souhaitez passer à vos confrères qui nous écoutent. Je commence avec vous. Merci. En conclusion, alors peut-être on parlait, moi le business plan pour les cabinets de kiné, pas que j'y crois pas, mais je pense que c'est souhaitable effectivement, mais c'est très compliqué à mettre en place.
sans parler des lourdeurs, d'autres lourdeurs administratives et de contraintes. Mais je pense effectivement que si on veut améliorer sa rentabilité, parce qu'à un moment donné, on fait un métier, c'est pas que pour vivre par l'amour de son métier. Et je pense qu'il y a des erreurs que moi, peut-être, j'ai personnellement fait et que si c'est à refaire, je ne sais pas si je les referai, mais qu'en fait, il faut vivre aussi de son métier, il faut vivre aussi, il faut vivre tout court, quoi. Donc, c'est vrai que moi, j'ai expliqué tout à l'heure aussi, c'est vrai que j'ai passé je passe des heures et des heures et des heures dans mon cabinet, hein. J'en ai entre 12 et 14 heures par jour. J'aime ça. Et par contre, j'aime aussi mon métier. Il faut vraiment qu'on se décide enfin de nous dire quel sera notre métier d'ici 10 ans, quel sera notre métier d'ici 20 ans. Parce que sinon, je vous l'ai dit, on a un beau métier. Je suis vraiment super content d'être kinésithérapeute. Mais il faut qu'on pose les vraies questions et se pencher sur l'avenir. Merci Frédéric Vinvac. Votre conclusion assez rapide, Patrick Velay. Alors, en quelques mots, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, il ne faut pas opposer la finance et le soin, mais qu'au contraire, un plan d'investissement bien géré, c'est apporter une meilleure suite de soins à ses patients, ça c'est certain. Merci, c'est concis. Vous êtes donc un expert comptable, nous confirmons ce soir sur le plateau. Patrick Méo, donc nous souhaitons avoir une soirée très concrète avec des questions pragmatiques, des réponses directes. Quelle est votre conclusion ? Moi, je vois une ouverture vers des nouveaux métiers en fait, ou des nouvelles prestations. C'est-à-dire que moi, je verrais bien des cabinets comptables créer un module diagnostic équipement matériel, justement faire un état des lieux sur les produits qui dorment, les produits qui ont du potentiel pour apporter de la rentabilité. Et puis surtout, on en parlait avec Frédéric, vraiment monter des modules de formation à l'entreprise, quoi. Ça, c'est ce qu'on essaye de faire d'ailleurs à travers nos plateaux, chère Nathalie. Eh bien, merci à tous les trois pour votre participation. À titre personnel, j'ai trouvé cela passionnant. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous regarderons avec attention et répondrons à vos questions. Merci à l'équipe de Clinique Médico-Sport, à l'équipe de Ouvrez l'œil qui nous permet la réalisation de ces plateaux. Merci à notre partenaire, l'Union nationale des intérêts pour la médecine. Il me reste juste à annoncer notre prochaine thématique du mardi de la santé UNIM du 1er mars. Qui sera consacré au partage de performances entre kinésithérapeutes et préparateurs physiques. Donc, vaste programme à nouveau. Et la soirée n'est pas tout à fait terminée, puisque l'UNIM vous propose à présent un atelier pour clôturer cette table ronde. Et je laisse à Aude Pénel le soin de nous présenter le sujet de ce soir. Bonne soirée à tous et au plaisir de vous retrouver dans 15 jours. Oui, on se retrouve pour un court atelier, 10 minutes pendant lesquelles on va vous expliquer quel est l'impact de la réforme des indemnités journalières sur votre prévoyance personnelle et puis également ce qui va se passer du côté de l'emprunteur cette année, ce qui s'annonce, un atelier pratico-pratique sur lequel vous aurez également la possibilité de poser toutes les questions que vous souhaitez directement avec nos intervenants. À tout de suite. L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants, parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète, ainsi qu'une protection juridique vie privée, vie professionnelle. Ensemble, assurés d'être bien assurés.